au sein de divers, événements et conférences, ce travail-là. Hem Alors, sur l'enquête d'abord, je voudrais revenir sur quelques points qui sont assez importants aussi pour que vous puissiez vous, si vous n'avez pas été sondé à travers ce travail, vous situer par rapport aux différentes personnes qui ont répondu à l'enquête et mieux comprendre les constats qu'on a faits. Alors, on a, des répondants à cette enquête qui sourcent pour, la plupart d'entre eux, dans des zones à risque. Donc vous voyez sur l'écran, on a, alors des zones de sourcing très variées, qui vont de la France au grand import, jusqu'à, l'Asie, au sous-continent indien. Mais on a, 42 des répondants qui sourcent ou partie ou, tout ou partie, de leurs produits, et composants, dans des zones à risque élevé. Donc plutôt le grand import, l'Asie, le sous-continent indien. On a, 20 des répondants, qui sourcent, plutôt dans des zones à risque, modérées à élevées, donc notamment, l'Europe de l'Est, le bassin méditerranéen, dont la Turquie. Alors Turquie avec un petit bémol, hein, qui aujourd'hui, est probablement un pays sur lequel on peut dire qu'on est sur un risque, très significatif. Et puis on a 37 qui sont plutôt sur des zones de risque faibles à modérées, donc la France, l'Europe du Sud. Et là aussi, 2e petit bémol, hein, selon vos secteurs d'activité, selon, les produits achetés, on peut très bien avoir des risques très significatifs, en France dans certaines zones, notamment sur de l'achat de produits finis, avec un risque de travail, illégal qui peut être, important sur de la confection, de produits simples, on y reviendra tout à l'heure. Et idem en fait, sur le sud de l'Europe, donc le Portugal, l'Espagne, avec l'Italie aussi, qui a fait l'objet de différents articles récemment, sur les conditions de travail, notamment dans, le travail, à la main, dans l'industrie du luxe notamment, mais pas que, sur les tanneries aussi, donc dans des secteurs comme le cuir. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a toujours une hiérarchisation de ces enjeux, de ces risques, mais qu'aujourd'hui, la question ou le questionnement sur la responsabilité sociale ou environnementale, des produits textiles, elle peut se poser quel que soit le pays de sourcing. Ce qui a été étonnant dans cette enquête, c'était malgré ce constat et donc de sourcing déjà assez majoritaire dans des pays à risque, et puis bon voilà dans d'autres pays qui ne sont pas dénués de risques, on voit que finalement, on a une grande partie des répondants qui se sentent très, très peu exposés aux risques, sociaux environnementaux. Donc ça, c'est un premier constat, qui nous fait, nous dire, au moment où on lance ce travail, qu'il y a probablement un travail de sensibilisation, pour expliquer de quoi on parle quand on parle de risque social environnemental et qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque attaché, à ces zones de sourcing, voire qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente chez les consommateurs, qui se questionnent de plus en plus, sur ces sujets. Alors, vous voyez qu'en parallèle, hein, et c'est tout le paradoxe de cette enquête, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même quand on discute, en direct avec des entreprises du secteur, c'est qu'en parallèle, on a quand même 40 des répondants, donc une part assez significative, qui jugent que leurs clients sont, sensibles, très sensibles aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Je pense qu'on le voit à travers aussi tous les mouvements, citoyens, qui ont lieu en ce moment. C'est-à-dire que, là, on est sur des enjeux qui sont de plus en plus, prégnants dans la société. Et puis plus important encore, et on est toujours un petit peu dans le paradoxe, hein, plus de 60 des répondants à notre enquête, qui jugent que la RSE a une valeur ajoutée significative sur le produit. Et ces 60 on va encore plus loin quand on zoome en tout cas sur, nos répondants qui font partie, des directions, marketing, commercial et style. Donc aujourd'hui, voilà, pour les marques, on a, une prise de conscience croissante sur le fait que ces sujets sont dans les attentes et qui peuvent permettre effectivement de générer de la préférence de marque, de développer le capital marque. Donc ça, c'est aussi un point de départ intéressant et qui confirme l'intérêt que peuvent porter, les entreprises à ce sujet-là. Hem, Dernier point, sur l'enquête, et ça justifie aussi le travail et vous allez voir les axes qu'on a pris dans ce guide-là. Alors,
Premièrement, on se rend compte que les grandes thématiques, sur lesquelles sont interpellées les marques par leurs clients, on leur a posé, elles sont sans surprise bien évidemment, des thématiques, au cœur de la chaîne, d'appro. Donc le made in, notamment le made in hors UE, la traçabilité et puis les conditions de travail et l'impact du produit dans la santé, qui est étroitement lié, j'allais dire, aux conditions de fabrication, des produits et notamment, d'anoblissement. Parallèlement à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu des répondants à cette enquête qui connaissent vraiment bien les garanties sociales et environnementales qu'ils peuvent obtenir de leurs fournisseurs. Alors quand je dis fournisseurs, je veux dire, fournisseurs de matières, fournisseurs de composants, façonniers. Et qui donc, ou quand ils les connaissent, qui les utilisent, très peu. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable travail, là encore, de sensibilisation à faire sur les solutions qui sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a 10 ans, et qui peuvent être utilisées par des marques de toute taille pour responsabiliser leur chaîne d'appro. Alors, sur le, sur le guide, hein, bon, vous l'avez ici, certains l'ont peut-être parcouru. C'est un guide, alors d'abord, c'est un guide assez court et c'est un guide qui est fait pour être un guide pratique avant tout. Donc vous voyez à l'écran, on a, une vingtaine de pages, 5 grandes sections, avec une approche pas à pas qui va, de l'identification des enjeux clés de chacune de vos marques à, la transformation, de vos méthodes par des outils, pratiques, pour vous aider à travailler à la responsabilisation de votre chaîne, d'approvisionnement. L'idée à travers ces outils, quand je dis propre à votre marque, c'est que chacun puisse, réaliser, son propre diagnostic, se questionner sur les spécificités de sa marque ou de sa chaîne d'appro pour effectivement trouver, les bonnes solutions, à la fois de transformation de sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi de sa chaîne de valeur. C'est-à-dire demain, comment je valorise, ce que je fais dans ma chaîne d'appro. Le point qui est important et qui nous tient, particulièrement à cœur, alors à moi, mais aussi, au fédé avec qui on a travaillé, c'est que, ce guide, il soit, particulièrement accessible à des PME. Donc c'est pour ça que dans le groupe de travail, on avait des PME et je peux vous dire que ces outils, ils ont non seulement été testés, mais ils sont aujourd'hui utilisés par des PME avec qui on a travaillé sur la concrétisation de ce guide. Et puis enfin, on y reviendra, on va passer, très rapidement les grandes sections de ce guide, pour, aussi, zoomer sur les 2 sujets, que j'ai présentés à l'introduction. On termine avec quelques exemples concrets, de valorisation de ces démarches, pour vous donner, alors des exemples, mais surtout pour vous montrer la variété, de valorisation, et la variété d'opportunités, que vous pouvez saisir en termes de valorisation de votre approche de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça, je pense que c'est aussi important. On y reviendra sur la dernière partie de cette webconf. Alors, sur les enjeux clés, quelques messages à vous passer. Alors là, vous avez quelques slides, c'est un petit peu plus détaillé dans la brochure, mais on voulait aussi déconstruire quelques légendes urbaines. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on voulait confirmer là aussi à travers cette illustration que les grands enjeux dans le secteur textile, c'est bien en amont de la distribution qu'ils ont lieu. Sur les droits humains, alors excusez-moi, certains vont peut-être trouver qui sont habitués à traiter ces sujets, vont peut-être trouver ce slide un peu caricatural. C'est un schéma, mais c'est pour soutenir le discours et pour partager un peu la vision. Mais sur les droits humains notamment, beaucoup d'enjeux sur la fabrication, sur le façonnage, surtout sur les produits à risque, des produits, peu spécifiques, peu complexes, qui font appel peut-être à une main-d'œuvre peu qualifiée. Sur des zones à risque, on a parlé de la Turquie aujourd'hui. Je crois qu'il y avait un article, qui est encore sorti, récemment dans la sphère RSE, qui dit que voilà, aujourd'hui la production textile, en Turquie, elle se fait finalement, à grande utilisation, de populations, migrantes, depuis la Syrie, donc dans des conditions de travail assez complexes, et qui ne respectent pas du tout les droits humains. Donc gros sujet, la fabrication. Deuxième, autre sujet significatif, la matière première et notamment les conditions de travail,
Par exemple, dans le coton, où on a aujourd'hui, des problématiques, très aiguës, de travail des enfants, de travail forcé, on y reviendra, des pays comme, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Bon voilà, et puis sur les autres étapes, on n'est pas dupe, hein, la transformation, ça peut être aussi, une étape, assez significative, l'anoblissement avec un impact, humain, de l'utilisation de produits chimiques. Le transport, qu'il soit maritime ou routier, est aussi une étape à risque, mais on va dire peut-être moindre, moins critique, moins répandue que ce qu'on peut voir dans la partie, on va dire, très amont sur les matières premières et la fabrication. Sur l'environnement aussi, beaucoup de questions. On entend beaucoup de marques qui se positionnent sur du packaging, de la logistique éco-responsable, et elles ont bien évidemment, tout intérêt à le faire. Aujourd'hui par contre, et dans les grandes lignes, hein, si on prend, des produits, type, alors qui vont parler à tous, hein, le t-shirt, le denim, enfin en tout cas qu'on peut avoir dans sa garde-robe. Alors j'associe aussi le t-shirt, aux vêtements de nuit, au homeware, mais on a quand même une grosse partie des enjeux environnementaux qui sont concentrés aussi au stade de la matière première. Aujourd'hui, quand on prend des sujets comme, le packaging et le transport, réciproquement, on est à, moins de 5 de l'empreinte, écologique d'un produit. Alors après, ça dépend bien évidemment des indicateurs, si on regarde l'eau, si on regarde, le changement climatique, si on regarde, d'autres types de pollution. Mais dans les grandes largeurs, c'est quand même, la matière première, qui impacte significativement, l'empreinte, environnementale d'un produit, sa transformation aussi, et puis, on l'a mentionné avec une bouboule d'une taille, un peu plus modeste, bien évidemment l'utilisation à la fin de vie, ce qui explique aussi, les enjeux sur l'économie circulaire et l'éco-conception des produits. Bon, en tout cas, on en revient encore à la matière. Voilà pour la vision des enjeux que vous trouvez un petit peu détaillés dans le guide. De manière plus précise sur les enjeux prioritaires, à travers le travail qu'on a réalisé, et notamment parce qu'on avait des PME autour de la table. Puis je vous cache pas des PME, mais pourquoi pas aussi des entreprises de taille plus significative, qui ont du mal à faire avancer à bon rythme, ces sujets-là dans leur entreprise. Quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, pour les non-sachants sur ces sujets, tout de suite on voit débouler, j'allais dire une avalanche d'enjeux socio-environnementaux, qui peut un petit peu paralyser, certaines entreprises parce que ça fait beaucoup, on voit la montagne et on ne sait pas comment on va la gravir. Donc nous, on a fait le choix d'identifier des enjeux, prioritaires sur le travail, qu'on vous propose de mener dans la chaîne d'appro. Alors, 3 enjeux, hem, plus prioritaires même que les autres: les droits humains et les conditions de travail. On a fait, j'allais dire tous ensemble, j'allais dire l'exercice, de questionnement, et on s'est dit: «Bah, voilà, l'humain aujourd'hui, même si on est dans une phase où l'environnement regagne du terrain et c'est bien, ça doit être quand même un sujet sur lequel tous les acteurs, doivent, se pencher», et on est quand même sur un secteur, reconnaissons-le, sur lequel les enjeux sont extrêmement importants. Deuxième point, la gestion des substances chimiques à plusieurs égards. D'abord pour, ce que vous, traitez tous, parce que je pense que vous avez tous des directions qualité qui sont, assez étoffées. L'écotoxicité des produits, c'est aujourd'hui à la fois un enjeu réglementaire, mais c'est aussi un enjeu, qui va toucher au principe de précaution, qui va toucher plus largement au management des substances dans votre chaîne d'appro. Et puis là encore, on a une résonance humaine, on a une résonance, enfin en tout cas sur l'humain, sur vos clients qui peuvent être exposés à ces substances. Et puis ne l'oubliez pas, quand on travaille sur ces sujets, on a aussi une résonance en amont, puisqu'il y a toujours des travailleurs qui vont manipuler ces substances, ou être au contact de ces substances. Et dernier point qui est, un point, stratégique, c'est la traçabilité et la transparence. Parce qu'aujourd'hui, même si au début on pouvait se dire qu'on était sur un sujet plutôt ambitieux, finalement en discutant avec des PME, qui ont des panels, plus restreints de partenaires, on s'est dit: «Bah, voilà, bien connaître ses partenaires, c'est finalement le début de la responsabilité». Aujourd'hui, on n'a pas forcément, besoin de coller, des labels et des certifs, sur tous ses partenaires, mais déjà, connaître ses filières, bien les maîtriser. Alors même si c'est un basique, hein, je pense que vous en serez d'accord, c'est peut-être, un prérequis pour travailler sur ces sujets. On a listé d'autres sujets sur lesquels je ne vais pas détailler, mais qui sont, aussi des sujets d'importance sur la filière: le changement climatique, la réduction de l'impact sur l'eau. J'insiste parce que, souvent on la met derrière le changement climatique, mais aujourd'hui c'est un sujet très crucial.
Le bien-être animal, on y reviendra, qui est un sujet qui monte très, très fort et la déforestation, alors qui est un sujet d'actualité aussi, mais sur lequel, votre filière a un impact, très important. Donc voilà le type d'enjeu et puis d'autres enjeux qui sont aussi des leviers, et sur lesquels on va revenir, l'approvisionnement en matières responsables, qui devrait être, j'allais dire, une priorité pour l'ensemble des entreprises du secteur. Puis l'économie circulaire, qui est aussi un enjeu significatif, un peu plus dur à mettre en œuvre, certes, mais voilà, qui est aussi un enjeu, d'actualité. Alors, sur la méthode qu'on vous propose, dans le guide, vous avez quelques exemples à côté. C'est de travailler, sous la forme en fait, d'une approche qui est totalement en ligne avec, ce qui se passe aujourd'hui et les grandes lois sur le devoir de vigilance. Alors on ne l'a pas fait parce que, loi sur le devoir de vigilance, mais on l'a fait parce qu'on le faisait déjà avant que la loi sur le devoir de vigilance existe et que ça nous semble la bonne manière de procéder. Donc, vous verrez, le guide vous propose une méthode vraiment pas à pas, de cartographie, des risques sociaux environnementaux. Ça permet à chacun de placer finalement, le poids du corps et d'identifier ce qui est important pour sa propre marque. Et puis à partir de ce travail-là, on vous propose effectivement, après à partir de ce travail de cartographie, d'écrire un plan d'action, dédié, qui permettra à chacun, selon, les priorités qu'il aura définies, d'identifier, quelles sont, j'allais dire les étapes à suivre dans les, 12 à 36 mois. Et là aussi, on vous propose un travail, j'allais dire assez précis, un petit peu comme un tuteur ou comme un guide, que vous pourrez suivre pour construire un plan d'action certes simple, qui vous est propre et qui je pense quand même, contient, un certain niveau, d'ambition pour ceux qui ont envie de se mobiliser sur ce sujet. Alors, ce guide, il est accompagné, comme, on l'a dit depuis le début et je pense que c'est sûrement ce qui a été assez apprécié, c'est sa force d'outils. Vraiment hyper pratique. Quand on dit d'outils, on est sur des formats, 1 page, donc tels que vous les voyez là en petit sur les illustrations, au maximum 2 pages, pour que vraiment il soit, facile, à prendre en main par toute entreprise et par vos équipes, quand bien même elles ne seraient pas habituées à travailler sur ces sujets. Donc vous le voyez, ces outils, en fait, ils vont venir illustrer chaque étape de la méthode. Donc on a un premier sujet sur l'identification et la priorisation des enjeux, avec un travail donc on vous propose de cartographie, donc sur lequel on a une approche pas à pas qui vous permet à la fois d'identifier les risques, en vous présentant quelques facteurs qui, selon nous, sont les facteurs de risque socio-environnementaux les plus importants. Et puis une méthode vraiment concrète de cartographie en 3 étapes que vous pouvez réaliser, bon, bah, j'allais dire en chambre chez vous, ou pourquoi pas, avec vos équipes, lors d'une réunion d'une demi-journée. Nous, on le fait avec des clients, ça se passe très bien, c'est assez facile à faire et je pense que ça permet de construire une vision, collaborative un petit peu de ces enjeux socio-environnementaux. La deuxième étape, c'est le plan d'action. Donc vous voyez, ici, on a un outil, pour effectivement vous aider à développer ce plan d'action. Cet outil, comment il est fait? Il vous présente, en fait, en fonction de votre niveau de maturité, plusieurs étapes et des actions à mettre en œuvre à court terme, ce qui nous semble être ou des quick wins ou, des actions, absolument incontournables si on veut revendiquer, j'allais dire, une posture de responsabilité sociale et environnementale. Et puis, à plus long terme, des actions peut-être, plus ambitieuses pour travailler sur des enjeux qui peuvent être alors pas prospectifs quand même, on ne va pas jusque-là, mais des enjeux qui peuvent être un peu plus complexes, mais sur lesquels, des solutions existent pour pouvoir aussi mobiliser, les équipes sur des chantiers, ben, voilà, qui seraient importants chez vous, mais qui vont nécessiter un petit peu plus de travail. Donc là, il y a une approche qui est totalement, progressive et qui vous permettra a priori de caler facilement un plan d'action avec des actions clés sur 3 ans avec des choses assez claires, à réaliser sous 12 mois et avec de la mobilisation des équipes certes, mais totalement réalisable, par, une petite équipe. Quand une petite équipe, je veux dire une PME. Sur la troisième partie, une fois qu'on a son plan d'action, bah, le nerf de la guerre, vous en doutez bien, l'idée c'était pas de rester au diagnostic, mais le nerf de la guerre, c'est de pouvoir agir, et d'améliorer finalement, sa performance sociale et environnementale. Donc on vous présente 3 outils, sur lesquels je vais revenir après. Donc
questions clés pour gagner en visibilité sur votre chaîne d'approvisionnement. Donc c'est 10 questions que vous devriez poser à tous vos fournisseurs et façonniers systématiquement, en phase de sourcing ou rendez-vous fournisseur. Un 2e outil sur lequel là, on va regarder vraiment dans les détails, pour responsabiliser ces matières avec notamment, une revue, il y a 2 pages, hein. Une page avec, quels sont les enjeux par matière et une autre page qui dit: «Ben, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme alternative au sourcing conventionnel pour réduire son impact?» Et puis un 3e outil, pour responsabiliser sa fabrication qui présente, par grande zone de sourcing, les grandes garanties sociales et environnementales qu'on peut obtenir sur ces sites de production. Voilà et puis enfin le dernier outil aussi parce qu'on a pensé à ceux qui avaient commencé à travailler, qui allaient commencer et qui auront aussi assez vite envie de valoriser et c'est normal ce qu'ils font pour en tirer une forme de retour sur investissement. Hem un travail, qui va vous permettre de valoriser, vos actions, donc de travailler sur votre communication et là aussi, vous le voyez sur l'écran, on a voulu travailler en fonction de votre maturité pour aussi vous éviter certains écueils, auxquels ont dû faire face, des marques qui sont lancées, très tôt. Donc, il y a peut-être de ça, 20 ans ou 15 ans ou 10 ans. On en parlait beaucoup à l'époque, on en parle un peu moins, hein, le greenwashing, mais c'est quand même un écueil, qui est toujours réel. Donc c'est important aussi dans, sa logique de communication sur ces sujets, de le faire étape par étape et de tenir compte de la maturité à la fois de son programme et de ses équipes pour avoir une communication, voilà qui est honnête, vis-à-vis de ses clients. Alors, petit zoom sur les matières, puisque c'est ce qu'on vous a promis dans cette webconférence, avant de passer au site de production. Donc vous allez trouver, des choses détaillées dans le guide, mais aujourd'hui, vous voulez présenter un petit peu cette, cartographie assez schématique, mais pour vous dire, voilà, aujourd'hui on en est où sur les matières? On a beaucoup avancé depuis une dizaine d'années avec une accélération, très, très forte, ces 5 dernières années. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui sur ce travail de mapping, hein, c'est juste un outil un petit peu intellectuel pour pouvoir, prioriser les actions. On vous présente en bas, la mobilisation des marques, donc c'est finalement qui fait quoi et quelles sont les matières sur lesquelles, les marques, bossent le plus souvent. Et puis on vous présente, en ordonnée les attentes des parties prenantes, l'attente des parties prenantes sur ces matières-là. Alors c'est un petit peu schématique encore, mais c'est vraiment pour étayer le discours. Donc, de quoi on se rend compte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? On a, la zone, en haut, à droite, qui comprend notamment la fourrure et les exotiques, donc, le cuir exo. C'est une zone de faible acceptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a depuis 3 ans, la plupart des grandes marques qui se sont arrêtées ou en tout cas qui ont annoncé arrêter, la fourrure. Pour les marques de luxe, certains ont aussi, arrêté les exos. Ces décisions, elles ont été prises, bien évidemment sous la pression des ONG, qui agissent sur le bien-être animal, de protection des animaux, qui sont actives et extrêmement virulentes depuis plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, je crois qu'elles ont gagné, en grande partie ce bras de fer et même si on a encore, quelques marques qui gardent de la fourrure, elles sont de moins en moins nombreuses. Mais en tout cas, ça ne peut être fait sans des garanties, très solides. Alors j'ai envie de dire que ces garanties, malheureusement, ne vous protégeront pas des attaques, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une approche qui est un peu, duale et que, voilà, c'est peut-être un prérequis sur le bien-être animal aux yeux des grandes parties prenantes. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'aujourd'hui, c'est peut-être le premier sujet à questionner. En tout cas, ce qui n'est à probablement plus possible, c'est que quelqu'un qui voudrait travailler sur ces sujets, qui ferait aujourd'hui de la fourrure sans garantie, je pense que c'est un point qu'il faut soulever assez vite, et pouvoir se mobiliser. Ensuite, donc voilà, donc on a plein de marques qui font pas de fourrure, qui le disent haut et fort, mais qui n'ont pas pour autant, j'allais dire, qui vont pas forcément plus loin en termes de responsabilité sociale, environnementale, de leurs produits ou de leurs matières. Ensuite, on a une autre zone qui sont aujourd'hui ce que moi j'appelle les marqueurs de responsabilité. Donc c'est une zone sur lequel on a de plus en plus de marques qui se mobilisent et là l'accélération, en tout cas en France, hein, elle date plutôt de, 1 an, 2 ans. Elle est plutôt récente. Alors, elle est peut-être, moins récente, si on regarde, vos pairs, anglais ou d'Europe du Nord ou américains, mais en tout cas, elle est plutôt récente. Alors là, il y a effectivement des incontournables, il y a un peu des marronniers. Alors marronniers, c'est pas très sympa parce que je pense que c'est quand même des vrais sujets de responsabilité. C'est alors le premier, le coton.
Le coton sur lequel il faut savoir qu'aujourd'hui le standard, on a, une trentaine de grands groupes, mondiaux, dont des entreprises françaises qui ont, communiqué sur des objectifs extrêmement ambitieux de 100 de coton responsable alors selon les marques à 2020, donc là c'est pas demain, c'est cet après-midi, hem et 2025 c'est quand même demain. Alors derrière coton responsable, qu'est-ce qu'on met comme réalité? Parce que ça peut toujours être discuté, mais déjà ça veut dire qu'on n'a plus recours à du coton conventionnel, qui est vu quand même par beaucoup comme une matière qui est extrêmement impactante. Aujourd'hui, un jean, 5 000 litres d'eau, sur la partie, matière première, un t-shirt, fin pour femme en taille S, pratiquement, 1 000 litres d'eau, et des impacts significatifs en termes de carbone, en termes d'eutrophisation de l'eau, donc de pollution des eaux. Donc effectivement, c'est une matière qui est à la fois aimée parce que c'est une matière, naturelle et qualitative et à la fois une matière qui peut être controversée parce qu'elle est loin, loin, loin d'être dénuée d'impact. Donc cet engagement, dont un des engagements s'appelle The Cotton Pledge, si vous le cherchez, il a été soutenu par Textile Exchange. Il vise à donc ne plus avoir recours à du coton conventionnel et aller vers des alternatives qui comprennent à la fois du coton recyclé, alors qui est pour nous quand même, peut-être une des meilleures d'un point de vue environnemental, et qui connaît un essor assez fort en ce moment. Donc le coton recyclé, le coton bio, alors, typiquement GOTS, par exemple, et puis le coton issu de l'agriculture, raisonnée. Donc on peut avoir, pour vous donner quelques exemples, BCI, la Benton Cotton Initiative, ou on peut avoir d'autres types de coton qui travaillent à la fois sur la partie sociale et environnementale aussi, comme, le coton made in Africa, on y reviendra. 2e sujet sur lequel, vous voyez beaucoup de choses, le polyester. Bon voilà, les produits en polyester, recyclé, alors issus, de bouteilles, de déchets de bouteilles, issus, du déchet de la mer, issus, d'autres polyester qui est recyclé. Bon, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, le polyester, c'est une matière qu'on montre un peu du doigt parce qu'une matière chimique. C'est une matière sur laquelle, disons-le honnêtement, hein, l'industrie du recyclage, en tout cas le polyester recyclé, c'est une industrie qui est complètement mature, donc sur lesquelles, on trouve beaucoup d'offres, hein, et pratiquement à isoprix. Et puis le cuir, alors, un peu moins de mobilisation des marques, mais en tout cas ceux qui font beaucoup de cuir et notamment, alors c'est pas le sujet de nos fédés, mais de maroquinerie, parce que tout le monde en fait un peu aussi dans son assortiment. Il y a un gros travail à réaliser sur le cuir, alors sur la confection, qui peut être assez à risque, notamment en Italie, mais surtout sur les tanneries. Voilà. Voilà pour ces marqueurs de responsabilité et puis ensuite, il y a la responsabilité avancée. C'est plutôt les nouveaux sujets, alors «nouveaux» entre guillemets, bien évidemment, mais c'est à la fois des sujets qui ont été soulevés plus récemment ou des sujets sur lesquels c'est plus compliqué de travailler ou des sujets sur lesquels on a quand même des attentes de parties prenantes qui sont significatives, mais moins de marques qui se mobilisent et bien évidemment, celles qui se mobilisent, c'est surtout les leaders, ceux qui vont vers, un 100 de matières responsables, par exemple. Donc la laine et le mohair, la viscose, j'y reviendrai, les plumes et duvet, et puis dans une moindre mesure, le lin, j'y reviendrai aussi, on va faire un zoom, hein, sur l'ensemble de ces matières, mais qui est utilisé justement pour contrebalancer, l'impact négatif que peuvent avoir, d'autres matières, puisqu'on est quand même sur une matière qui est assez vertueuse d'un point de vue environnemental au moins. Et puis, on a, tout à fait en bas à gauche, 3 matières alors qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'ai mis la soie, le polyamide et l'élastane. On est sur des matières qui sont impactantes, mais on est sur des matières aujourd'hui où on a peu d'acteurs qui se mobilisent parce que finalement on a peu de solutions toutes faites ou d'alternatives vraiment parfaites à ces matières. Donc on est plutôt dans un domaine où, l'idée c'est de choisir, les fournisseurs mieux-disants et puis peut-être de travailler en termes d'innovation à la création, de nouvelles filières ou de nouvelles technos pour responsabiliser ces matières. Bon, je les précise aussi parce que bon, on travaille avec la fédé de la maille et la lingerie, c'est des matières qui peuvent être assez importantes, pour vous. Donc il fallait qu'on les précise dans ce mapping. Donc pour zoomer, et regarder avec vous, alors sans redire ce que je viens de vous dire, ce que vous allez trouver dans le guide, c'est effectivement cet écran que vous voyez ici. On a classé les différentes matières. Alors là, vous voyez les matières animales, il y aura les autres matières dans la foulée, à la fois, donc, par, typologie d'enjeux socio-environnementaux, bien-être animal. Une fois encore, bon, c'est l'importance relative des enjeux qui est mise en avant, quand, la bubule est pas colorée, ça veut pas dire qu'il y a pas du tout d'enjeu, mais c'est plus dire, voilà, aujourd'hui, quand on regarde la fourrure, on peut se questionner dans
quelles conditions elle est faite et on peut se questionner aussi de son impact environnement. Le gros sujet qui cristallise quand même les questionnements, c'est plutôt le bien-être animal. Sur le cuir, j'en ai parlé. Sur la laine et le mohair, bon, un point important aujourd'hui, c'est, effectivement, d'enjeu, sur le bien-être animal, c'est notamment la laine, et le mérinos qui viendraient d'Australie, sur lequel on a la pratique du mulesing qui est considérée comme une pratique, cruelle et qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs grandes marques, alors qui travaillent avec, de la laine, certifiée, par exemple le RWS qui permet d'avoir une traçabilité totale jusqu'à la ferme, mais surtout, beaucoup de marques, plus simplement et plus directement, c'est dommage, hein, mais qui boycottent, le mérinos en provenance d'Australie, puisque c'est le seul pays où on pratique encore cette pratique que je voilà, vous avez un lien qui vous explique ce que c'est, enfin on vous donne, globalement les clés. Pardon? Marie? Bon. Mais en tout cas, la Nouvelle-Zélande qui est juste à côté interdit cette pratique, qui voilà, qui vise à, pour éviter en fait, je vais le dire, hein, pour éviter la propagation de maladies, à brûler à vif, la zone périanale, des moutons. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est considéré comme un traitement, cruel. Plumes et duvet, alors, pareil, gros sujet alors, sociaux, mais surtout gros sujet, bien-être animal. Pourquoi? Parce qu'on a encore, la plupart des plumes et duvets que vous achetez, en fait, elles proviennent d'un plumage à vif qui est interdit, un plumage à vif des oies et des canards qui est interdit par les grandes marques. Vous avez aussi là des certifications qui vous permettent de responsabiliser, cette filière. Et puis, la soie, j'en parlais tout à l'heure. Alors bon, ça pour certains qui sont peut-être pas branchés, très fort sur le bien-être animal, bon, peut-être que ça peut faire sourire, mais aujourd'hui, ça fait partie des sujets qui sont revendiqués par les associations, qui travaillent sur le bien-être animal, de dire qu'effectivement, on est sur une filière, qui n'est pas responsable de ce point de vue-là. Alors c'est pour ça qu'on a mis une petite coche sur le bien-être animal, mais notez aussi qu'on est sur une filière, qui fait, d'une part, qui a beaucoup recours à des produits chimiques, pour, justement extraire, enfin la soie, enfin qui est bouillante et les vers à soie avec des produits chimiques qui peuvent être assez nocifs, notamment pour les travailleurs. Et puis en Inde, on est sur un des secteurs d'activité, qui concentre le plus de travail des enfants. Je crois que selon des études qui étaient sorties il y a assez longtemps, une dizaine d'années, on disait qu'il y avait à peu près 300 000 enfants, qui travaillent dans la filière de la soie au global, donc dans toutes les étapes, en Inde. Donc c'est un gros sujet et aujourd'hui malheureusement, on a quelques standards qu'on vous a donnés, mais je dois vous avouer qu'on n'a pas vraiment de standard qui certifie la filière sur l'ensemble de ces enjeux. Sans rien, divulguer, je crois qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui réfléchissent à monter ce type de certif et sur ces filières. Donc voilà, si c'est une marque, si c'est une matière qui est importante pour vous, voilà, prenez conscience qu'aujourd'hui, il y a très peu d'alternatives qui existent, en tout cas globales. Hem, sur les autres, matières, donc vous trouvez celle qu'on a citée tout à l'heure, le coton. Donc le coton, aujourd'hui, voilà, donc 2 sujets sur, bon le volet environnement. J'ai cité tout à l'heure les différentes, alternatives vers lesquelles on pouvait se diriger. On a aussi, et ça plutôt pour des raisons sociales, un boycott international du coton en provenance de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, qui sont, pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette thématique, je pense que c'est un must have, hein, aujourd'hui. C'est des pratiques qui sont confirmées par, l'Organisation internationale du travail. On a un recours qui est complètement systémique organisé par l'État à, du travail forcé, parce qu'effectivement, c'est une industrie qui est très importante, en tout cas, un produit qui est très important dans l'économie de ces 2 pays et les gens sont arrachés de leur travail en période de culture, donc les adultes, les enfants, ramenés par camion, dans les champs pour cultiver le coton. Donc on est vraiment sur une institutionnalisation du travail forcé. C'est un sujet qui est suivi de près par l'OIT. Il y a eu, des avancées et des reculs. Je crois que bon voilà, aux dernières nouvelles, le boycott qui est organisé par les grandes marques sur ce coton, qui est assez complexe aussi, il tient. Alors ce qu'on vous demande de faire, c'est que le coton qui soit certifié normalement vous permette d'avoir une traçabilité. Après, c'est effectivement de demander à vos prestataires, même si on est sur du déclaratif, enfin vos fournisseurs, excusez-moi, de coton ou de matière, voilà, quelle est la provenance, pour avoir au moins la certitude ou d'inclure ça dans vos cahiers des charges. Le polyester, j'en ai parlé tout à l'heure, on vous donne, quelques certifications, mais je pense que vous avez conscience des enjeux et certains ont peut-être lancé des initiatives en la matière. Sur la viscose, c'est un sujet qui est plutôt récent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à part le lyocell qui est un petit
petit peu une alternative, propre, européenne à cette matière. On a d'énormes enjeux sur la filière, notamment en Asie, avec, des usines de transformation qui polluent énormément, avec des impacts sur les bassins de sourcing dans les populations locales qui sont, assez importantes et on a une initiative qui s'est montée, il y a quelques années, donc je pense, peut-être 5 ans ou un petit peu moins, qui s'appelle Canopy, donc vous trouverez un lien, dans la brochure, et qui réalise en fait, conjointement avec des marques des audits de cette filière et donc qui permet aussi de faire la part des choses entre, des sites, qui seraient engagés ou plus ou moins avancés sur, la maîtrise de ces enjeux, sociaux et environnementaux. Voilà, alors j'ai déjà parlé de la polyamide et de l'élastane. Ce qu'on peut vous dire sur ces sujets et ce sur quoi en fait on était assez en phase avec Marie, de la Fédé de la maille et de la lingerie, c'est qu'aujourd'hui, bon, il peut y avoir quelques initiatives, hein. Elles sont, d'ailleurs j'en profite pour vous le dire, hein, la bible sur les matières responsables, c'est les parutions, régulières de l'association qui s'appelle Textile Exchange, donc vous trouverez aussi un lien, dans le guide. Donc on a quelques initiatives, il y a quelques innovations, elles sont peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais le sujet là-dessus, si c'est des matières, vraiment importantes chez vous, c'est vraiment de gagner en maîtrise, en traçabilité et d'être sûr que vous travaillez avec des acteurs qui vont mettre en place des systèmes de management de l'environnement et qui sont engagés sur ces sujets. Sur le lin, je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, le lin, c'est une matière, qui, voilà, qui présente des attraits écologiques, significatifs. Aujourd'hui, elle est utilisée, comme alternative, partielle. Alors on a des acteurs qui, sur le jean, par exemple, vont remplacer une partie du coton, par du lin. Je vais caricaturer, mais, globalement, si vous mettez, 15 de lin dans votre denim, bah, vous économisez, 15 des impacts en eau et probablement 15 des impacts carbone. Donc c'est aussi une matière qu'on peut utiliser alors telle quelle, hein, pour ce qu'elle est, mais qu'on peut utiliser dans des mélanges et il y a des acteurs, qui travaillent aussi de manière poussée. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, hein, sur ces sujets. Voilà pour les matières. Autre sujet et heu, sur les sites de production, on vient de parler des matières. Alors, vous trouverez plus d hop, excusez-moi, vous trouverez plus d'infos, dans le guide. Globalement, on vous a dressé, quelques, référentiels qui pour nous sont, les plus significatifs. Alors on l'a pas fait là sur ce slide, mais vous les retrouverez dans la brochure, classés par zone de sourcing. Alors, tout d'abord sur les certifications des sites de production, donc les certifs qui sont, aujourd'hui, les outils probablement les plus crédibles, même si une certification, on va y revenir, n'empêche pas qu'il y ait des problèmes derrière. Mais sur le volet social, donc SA 8000 qui tient toujours le pavé avec, WRAP plutôt sur le grand import, sur la maîtrise des enjeux en matière de droits humains. Bon, il y a quelques exceptions, hein. Quand vous avez un fabricant, en Italie qui est SA 8000, généralement, je vous conseille d'aller auditer le rang 2. Ça sert plutôt effectivement à revaloriser des usines vitrines. Alors qu'en Asie, probablement et notamment sur la Chine, voilà, une usine SA 8000 ou WRAP, on a moins cette problématique de sous-traitance, en tout cas, cachée sur la confection. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est quand même des outils qui sont assez significatifs. OHA SAS 18 000 plutôt sur l'hygiène et sécurité. Alors tout ça, c'est des outils internationaux et EPV sur la France, plutôt utilisé par le secteur du luxe. Sur les certifications environnementales des sites, ISO 14001, très répandu. Alors là, je pense qu'il faut aller plutôt le chercher sur l'anoblissement ou sur la filière du cuir. EMAS, plus européen, un peu moins répandu. Et STEP by Ecotex, qui est aussi intéressant, notamment sur le volet substance, qui est encore moins répandu. Donc aujourd'hui, celui qui connaît le plus de succès, c'est l'ISO 14000. Au-delà de ces certifs, quelques standards qu'on vous a cités. Alors, c'est quoi ces standards? C'est généralement des standards, d'initiative, d'entreprise, des standards, privés d'audit, que vous pouvez retrouver dans votre chaîne d'appro. Par exemple, votre fournisseur qui a été audité par l'ICS ou par Amfori ou qui a un rapport CEDEX. Donc ça, c'est des choses et des standards, on vous a mis aussi ceux que nous, on jugeait le plus crédibles. Vous avez aussi, voilà, les standards privés des sociétés d'audit, type, WCA ou le standard DSGS qui pour moi sont un peu moins quali. On n'a pas forcément, j'allais dire, la maîtrise et l'assurance qualité, qu'on aurait, sur des CEDEX ou des Amfori, par exemple. Et puis l'accord, pour ceux qui sourcent au Bangladesh, il faut absolument aller voir le statut de son entreprise dans l'accord. Sur le site de l'accord, vous avez accès à l'ensemble des rapports, d'audit des sites de production.
Donc ça, c'est quelque chose à faire. Sur l'environnement, on retrouve les mêmes parce que ces standards d'audit, sont souvent des standards socio-environnementaux. On retrouve BlueSign qui est aussi de plus en plus utilisé, très qualitatif, notamment pour, le volet, ennoblissement. Bon voilà, qui commence à pointer son nez en France. Il y a encore trop peu de donneurs d'ordre qui l'utilisent, mais sachez que si vous voyez ça passer dans votre chaîne d'appro, c'est très qualitatif. Et puis on a quelques certifs, produits finis textiles. Alors là, il y en a des millions et puis, il y a aussi beaucoup, d'auto-certification. Alors on a été assez modeste sur ce qu'on a listé, il y en a assez peu. Bon, typiquement, on ne peut pas passer à côté de France Origine Garantie, même si, ben, comme, vous le comprenez, ça ne certifie finalement que le lieu de production. Ça ne dit rien de voilà, des enjeux sur la matière, ou de l'impact matière première, donc ça fait partie des axes de progrès. Et puis on a Fairtrade, je dois vous avouer qu'on a listé ici parce que ça reste un petit peu utilisé, mais sans grande motivation. Parce que c'est un label qui a un petit peu échoué dans cette filière, textile, qui est assez complexe, hein, alors qui est connu des consommateurs, mais qui est assez complexe, hein. Bon, que moi je ne conseillerais pas forcément, en tout cas en termes de certification des produits finis textiles. Et puis sur le volet environnement, par contre, un qui marche très bien, qui est Ecotex, sur le volet substance, et notamment pour s'assurer que vous avez des produits qui sont, conformes à REACH ou en tout cas dans la même logique, sur les États-Unis que Proposition 65 ou, le Nordic Eco Label, Nordic Swan, qui présente, garanties différentes mais à peu près du même niveau. Voilà pour, quelques certifs qu'on met en avant, dans le guide. Hem, 2e point sur lequel on voulait faire un zoom, c'est, enfin en tout cas, c'est sur la responsabilisation des sites de production toujours, c'est comment vous pouvez aussi préparer vos équipes à travailler là-dessus. Donc vous allez trouver dans les outils, la fiche pratique, vous voyez numéro 3, qui s'appelle «10 questions clés pour gagner en visibilité et sécuriser sur sa chaîne d'approvisionnement», où on vous liste, alors vous voyez à droite, quelques à gauche, excusez-moi, quelques exemples. Les grands sujets sur lesquels, à travers 10 questions, vous devriez vous questionner vos fournisseurs. Alors comment on utilise cet outil? C'est hyper simple. Alors ou demain, c'est un anti-sèche que vous mettez dans la poche de chacun, de vos acheteurs, chefs de produits, qui font du sourcing, voire merchandisers, qui font du sourcing, qui voient des fournisseurs pour effectivement, gagner en visibilité sur leurs pratiques. Certains peuvent l'utiliser en questionnaire fournisseur et le rajouter, voilà, comme vous avez des fiches matières produits dans des fiches fournisseurs internes ou façonniers, voilà pour effectivement savoir où vous en êtes, et mesurer, régulièrement, je sais pas tous les ans ou tous les 18 mois la performance de leur ou les pratiques de leurs fournisseurs. Et puis donc pour les mêmes raisons, ça peut être des critères à intégrer de même dans une base documentaire partagée ou un ERP avec, quelques indicateurs. Bon voilà, par exemple, quel est le chiffre d'affaires de mon fournisseur? Bon, c'est important, qu'est-ce qu'il a comme référence? S'il travaille avec des grands noms, il a peut-être déjà été, audité, contrôlé. Le nombre de sites de production, très important. Le recours à la sous-traitance, sujet extrêmement important. Est-ce qu'il a été audité? Et vous verrez qu'en posant simplement la question, vous allez collecter pas mal de garanties, sur vos partenaires, parce que souvent ils le sont et ils ne vous en parlent pas spontanément si vous n'ouvrez pas les discussions sur ces sujets. Donc voilà, donc là vous trouverez cet outil-là, qui vous aidera en tout cas ou que vous pouvez même prendre tel quel si vous le souhaitez. Ensuite, sur la fin du guide, hein, une fois qu'on a passé les outils, comme je vous le disais en introduction, on a, vous voyez une double page là que vous voyez en image, quelques exemples de valorisation, de ces démarches-là par des entreprises, alors toutes, différentes. Et puis surtout ce qui est important je pense pour vous, c'est que, l'idée c'est et pour que vous puissiez vous différencier, qu'il y a pas de communication, de responsabilité sociale et environnementale sur ces sujets qui se ressemblent. Il y a des partis pris, qui, correspondent à l'ADN des marques. Il y a des partis pris, qui correspondent aussi à des éléments de leadership de certaines marques. Donc vous voyez, sur ce slide-là, les marques qu'on a traitées pour illustrer, divers, axes de communication. Alors qui peuvent être, j'allais dire, pris, de manière, unique par chacune, par une marque, mais aussi qui peuvent se combiner comme, vous le voyez sur l'illustration, chez plusieurs marques. Donc dans les exemples, qu'on a regardés, ben, on regarde des marques qui communiquent sur, plus de transparence. C'est un axe très, très fort et dans le vent aujourd'hui de communication.
Des marques qui misent tout sur le social et qui ont une communication qui est plutôt tournée, autour de l'univers et de l'impact social, des produits et de la filière de mode. Des marques qui se veulent, plus locales. Après attention, c'est pas parce que c'est local que, c'est toujours plus responsable, hein, on peut avoir, du et je pense que certains le connaissent sur, par exemple, de l'habillement à des prix, très bas, qui peut être fabriqué, en Île-de-France, à Aubervilliers. On peut avoir des enjeux qui sont au moins aussi cruciaux que ceux qu'on va trouver en Chine, hein, donc voilà, mais quand même, le local, ça parle aux gens. Je pense qu'on peut le responsabiliser, on peut dire des choses sur la matière aussi, même quand la confection est locale. Sur le plus écologique, hein, donc ça, on a effectivement, des gens qui se positionnent, sur ces sujets et presque exclusivement sur le volet environnement, des marques. Sur le plus durable, donc la longévité des produits, le slow, la baisse du rythme un peu effréné aussi qui fait tourner la tête aux consommateurs, donc il y a des gens qui peuvent se positionner sur ces sujets. Le bien-être animal, j'en ai parlé. Ça peut être aussi aujourd'hui, on voit, alors vous allez me dire que c'est effectivement très minoritaire, mais on voit émerger des marques, véganes. Alors avant aussi, il y a les marques véganes et puis il y a d'autres marques qui continuent à faire à utiliser des matières animales, mais qui le font différemment et je pense qu'il y a une attente et il peut y avoir, je pense, un vrai respect de cette démarche-là par les consommateurs et puis dernier volet, il y a les innovants, alors, on va y revenir, mais aujourd'hui, dire: «Voilà, je suis acteur textile, mais voilà, moi, je fais différemment. J'ai un business model différent, j'ai des matières innovantes, je travaille différemment», bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a une écoute. On est aussi, soyons honnêtes, hein, j'espère que tout le monde pourrait le reconnaître, on est sur une industrie qui cherche aussi son futur. C'est quoi demain la mode? Comment on va la consommer? Comment on va la produire? Donc aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir une vraie place pour une prise de parole sur l'innovation dans ce domaine-là. En tout cas, sur les sujets qui vous intéressaient, aujourd'hui, en tout cas qu'on vous avait promis de traiter, plus en profondeur, alors j'ai hop, mon slide, s'est perdu, je ne sais pas ah voilà. Il est apparu, donc j'espère qu'il apparaît aussi, chez vous. On voulait faire un zoom sur quelques marques et notamment sur, la partie engagement matière, puisque c'est un sujet sur lequel on a pas mal, passé de temps. Donc Stella McCartney, super intéressant. On a parlé du bien-être animal. Je trouve que Stella, c'est un exemple, assez, formidable, en tout cas, alors pas en tant que tel, hein, parce qu'on a peut-être des sujets sur lesquels on peut lui reprocher des choses. Elle s'est peut-être plus travailler plus, récemment sur le volet, social. En tout cas, ce qui est assez fort, dans cette démarche-là, c'est comment on est passé d'une marque, qui assez radicale sur le bien-être animal, à une marque aujourd'hui qui peut devenir par certains aspects et sur certaines matières, comme vraiment un leader sur l'innovation écologique, qui va être, j'allais dire, au cœur, de cuir, enfin en tout cas de non cuir, de faux cuir de grande qualité, qui les met en avant dans sa collection et qui malgré tout ça, enfin malgré le fait qu'elle n'utilise pas de cuir alors qu'elle fait de la maroquinerie, a un succès commercial, voilà, qui ne se dément pas et qui aujourd'hui, sorti du giron de Kering pour rejoindre celui de LVMH, veut continuer à peser, en tout cas dans le débat de ce que doit être une marque responsable. Donc je trouve que c'est assez intéressant dans la communication de voir comment on peut transiter d'un sujet à l'autre et partir aussi sur un sujet sur lequel on excelle et puis élargir, petit à petit, sa zone d'influence. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que vous vous retourniez vers les enjeux qui sont les vôtres. Alors on ne pouvait pas ne pas parler de Reformation, quand on parle de matière, hein, puisque là aussi on est sur une marque qui s'engage aujourd'hui assez largement sur la RSE, mais dont j'allais dire le 1er acte de communication responsable et le premier acte responsable du business model, c'est la réutilisation des matières. Donc lutter contre le gaspillage, voilà, c'est une marque intéressante. Aujourd'hui, c'est une marque, qui a, qui est beaucoup écoutée, qui est beaucoup regardée, qui a un certain succès et qui probablement ce succès n'est plus fondé que sur cette démarche, matière. Elle peut être innovante sur d'autres thématiques, donc ça vaut la peine d'aller la voir. Et d'ailleurs, elle a une communication maintenant qui dépasse, la partie, matière. Pour les petits aussi, pour les plus petits d'entre vous, un exemple, alors assez récent, mais qui mérite d'être, mentionné, Patine. Alors on a dit elle a tout d'une grande parce que c'est une marque, qui commence qui est plutôt monoproduit. Alors c'est toujours plus facile quand on est monoproduit de travailler sur ces sujets, mais quand même avec une exigence qui, je pense, vaut la peine d'être, montrée et une communication extrêmement, différente et intéressante, pour cela. En tout cas sur la matière, ce qui est intéressant, c'est qu'on part sur un monoproduit, le t-shirt, mais en termes de matière, on part non seulement sur un coton, qui est bio, mais un coton, bio recyclé et ça, c'est assez intéressant parce que quand on a fait ce travail avec, ma collègue Aurélia qui connaît assez bien Patine,
de revue de quelles étaient les marques qui s'engageaient. Bah, je lui dis: «Mais c'est pas possible, où il est bio, où il est recyclé son coton?» Et je pense qu'elle a dû se planter dans sa communication. Bah, non, en fait, elle a travaillé avec une usine qui fait du bio, qui a voulu se lancer dans une démarche d'économie circulaire, donc qui récupère, bah, tout ce qu'elle n'utilise pas, pour effectivement, en refaire une filière. Donc elle fait vraiment, du bio recyclé. Sur la com, c'est pas une communication, écologique ou responsable in your face, c'est une communication qui est complètement décalée. Vous verrez qui est assez ludique et ce qui a été assez intéressant par rapport à ce qu'on a pu voir il y a quelques années, c'est que c'est ludique, c'est fun, mais c'est exigeant quand même et c'est souvent rare d'avoir les 2. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous donner, l'exemple de cette petite marque. Freytag, alors je vous conseille d'aller les voir. Ils font plutôt des sacs, mais ils font aussi du prêt-à-porter pour 2 raisons. Vous verrez, je crois qu'on en parle dans le guide, mais vous verrez sur leur site, c'est quand même la marque qui boycotte le coton en disant: «Voilà, pas de coton, l'eau ne la portez pas, buvez-la». Donc c'est assez radical à sa manière, mais qui présente aussi des solutions avec le développement de matières spécifiques et notamment, je le disais tout à l'heure, une utilisation, réfléchie, industrialisée du lin, du chanvre pour des nouveaux produits. Donc ça vaut la peine d'aller voir la communication, qui est assez fun, qui est quand même assez basée sur, une approche très industrielle, très opérationnelle, très métier, scientifique, de Freytag. Voilà, c'est une boîte maintenant qui a atteint, une certaine stature, mais qui a une communication qui peut être à la portée de tous. 1083, alors ça, c'est voilà, je trouve que ce qui est intéressant dans le cas de 1083, le jean le plus made in France du monde, c'est qu'on est eh ben, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, sur le cas d'une entreprise qui fait du local et qui base tout, enfin voilà, autour du local sur son business model et qui dit voilà en conférence: «On ne le savait pas, mais la France est le plus grand», ça c'est aussi quelque chose qui est rapporté par Aurélien, mais on ne le savait pas, la France est le plus gros, fournisseur en tout cas ou de coton et pays producteurs de coton. Alors, bah, évidemment, tous les yeux s'écarquillent. Bah, pourquoi? Bah, parce que finalement, si on se met à recycler, bah, tout le coton qui est en fin de vie dans nos produits qui sont jetés ou à recycler, bah, on a un gisement qui est formidable. Donc ce qui est intéressant avec 1083, c'est qu'au-delà de cet engagement qui était déjà fort et presque, radical ou activiste sur le local, bah, on va encore plus loin, on ne se contente pas de ça et on réfléchit aujourd'hui comment on peut faire effectivement un jean avec de la matière, issue, bah, de voilà, de produits en fin de vie en France et donc une matière qui serait produite en France. Petit point, sur lequel je ne vais pas développer, mais le CETI fait beaucoup de choses en ce moment sur le recyclage du coton. C'est pas toujours facile, il y a des gens qui disent que c'est de moins bonne qualité. Aujourd'hui, voilà, le CETI avance beaucoup et il y a des nouveautés là qui vont sortir cette année. Je vous conseille aussi d'aller voir, ce que fait le CETI sur ces sujets. On en reparlera peut-être lors d'une formation à la Fédé ou d'une autre, conférence. 3 autres exemples et puis, on arrive à la conclusion et je vais redonner la main à Marie pour les prochaines étapes, que je vous propose de voir et plutôt des entreprises là aussi de taille intermédiaire. Picture Organic Clothing, c'est notre personne ne les connaît, mais c'est notre petit, Patagonia à nous français. Ils sont français, ils cartonnent. La communication en magasin, sur la matière et le polyester recyclé, elle est super, elle est ludique. On a vu des choses, vraiment, vraiment bien. Opal, alors, bon, je jugerai pas la marque, je pense que c'est une marque vraiment qui veut faire bien, mais quand même un engagement de 100 de produits recyclés et je pense que ça peut être, vraiment un cas d'école pour, tous ceux qui se posent la question de comment on fait des produits recyclés. Eux, ils font tout, même du maillot de bain. Donc c'est super intéressant d'aller voir la gamme de produits et la communication sur le recyclé de Opal qui est aussi hyper qualitative. Et puis les derniers, aussi parce que je pense que c'est une marque qui peut avoir tout d'une grande, de bonne facture, qui elle fait un travail sur les matières et qui se rapproche vraiment enfin, moi j'ai tendance à dire que souvent elle prend un petit peu les grands concepts du luxe, mais elle les met en œuvre de manière très opérationnelle, qui se rapproche un peu de savoir-faire ancestraux, qui va vers de la matière non teinte, vers des choses très alternatives, mais très, très fortes sur la matière. Donc je vous conseille d'aller voir aussi sa communication en plus qui est toute nouvelle, voilà, c'est une marque assez intéressante qui fait du prêt-à-porter homme, pour changer aussi un petit peu, mais je crois que c'est aussi une marque qui est portée par des femmes. Donc vous j'espère que ce côté mystérieux vous donnera envie d'aller voir, leur site web. Je vais laisser la parole à Marie pour la conclusion. Alors, attendez quelques secondes, on y vient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on y reviendra. Oui, alors merci à Fanny, pour, cette présentation, très efficace et très complète.
Donc, comme vous le voyez sur la dernière slide, le guide est téléchargeable sur le site de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et je vais vous remettre le lien tout de suite, dans l'onglet, «Converser», donc je vous le fais en direct. Oui, et il est également, relayable sur notre site, donc comme il y a 2 fédérations, donc fédération du prêt-à-porter féminin et fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Hem Et en ce qui concerne les prochaines étapes, donc vous avez, une formation le 27 novembre, communiquer ses valeurs et construire sa communication développement durable, qui aura lieu le 27 novembre. Donc, si vous avez voilà, des questions, sur cette formation, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site internet de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Et vous pouvez également me contacter, mon contact est sur la page. Vous pouvez également me contacter maintenant en direct, je noterai, vos coordonnées. Par ailleurs, on souhaite, donc ça c'est une réflexion conjointe avec Blue Quest. On souhaite continuer à proposer des événements, sûrement plus opérationnels, plus, sous format, de rencontres entre, les différents, fournisseurs de solutions, heu, pour les équipes de développement produit et les apporteurs de solutions. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins un peu plus concrets et opérationnels, parce que nous, ça nous permet de nourrir, nos réflexions et de vous proposer, sous les plus brefs délais, des solutions, et des formats, soit de conférences, soit de mini rendez-vous d'affaires avec ces apporteurs de solutions. Et si vous avez d'autres, besoins, vous pouvez nous les poser actuellement, sur le chat ou également, via mail. Donc vous avez tous reçu, des identifiants de connexion de ma part, hier. Vous pouvez, très bien reprendre ce mail hem, pour, heu pour faire cela. Et je vous prie de m'excuser, il y a une petite coquille sur la date de la formation, donc c'est le 26 novembre et pas le 27. Je suis actuellement en train de travailler les formations 2020 et donc du coup, la date avait été décalée. Hem, donc je vais rép On a eu quelques questions, en privé, donc on va les reprendre ensemble. Déjà, donc ça c'était une question qui a été posée en début de session, par rapport à l'enquête qui a précédé la création du guide. Quel type et combien d'entreprises ont été sélectionnées pour le panel, aussi bien en premium, luxe et prêt-à-porter? Fanny va répondre à cette question. Alors, dans le guide, vous trouverez le détail en fait du profil des entreprises répondantes. Alors, très peu, ou presque pas d'acteurs, du luxe. Une forte majorité de TPE, donc on a, à peu près, alors attendez, laissez-moi reprendre, les chiffres. On a 54 d'entreprises de 1 à 10, salariés et on a 5, mais bon, c'est normal, elles sont beaucoup moins nombreuses, d'entreprises de 100 à 250. Et puis, entre les 2, vous voyez, entre 10 et 100, salariés, on a à peu près une trentaine de pourcents. Sur les produits distribués, on a, alors bien que plusieurs répondants étaient, multimétiers, multiproduits, on a 69 qui distribuent du prêt-à-porter femmes, 27 qui distribuaient du prêt-à-porter hommes, 23 qui, distribuaient, ou qui réalisaient de la lingerie et du bain, 12 du pape enfant et puis sur les autres produits, on avait des produits, annexes, enfin qui peuvent être, un peu de déco, un peu de goodies, donc voilà. Mais effectivement, on reste quand même sur des acteurs plutôt, prêt-à-porter, lingerie et bain et puis dans un deuxième temps, pape, prêt-à-porter enfant. Et puis sur les zones, on a une assez bonne couverture sur la France. On a quand même 64 d'entreprises en provenance,
d'Île-de-France. Et puis, on a quand même, sur, les régions, le nord, l'est, enfin, on va dire à chaque fois une dizaine de pourcents de répondants. Voilà, qui fait qu'on a aussi une représentation, sur la province, donc on n'a pas des réponses qui ne seraient que Île-de-France. Voilà pour cette réponse. Alors je crois qu'on avait, une autre question sur, qui dit: «Le faux cuir reste un produit pétrochimique, en quoi est-ce responsable?» Alors ça, je vous cache pas que c'est effectivement un grand débat, mais comme on peut se dire, voilà, matière naturelle, est-ce qu'il faut faire du polyester recyclé? Est-ce qu'il faut faire que du coton? Le coton est une matière naturelle qui est très impactante. En tout cas, vous voyez bien que dans le choix de faire, du faux cuir, il y a d'abord une logique d'éviter le bien-être animal. Et ça, moi, je suis pas ici pour prioriser les grands enjeux, même si j'ai tendance à dire que peut-être le volet social peut primer avant le volet animal, mais quand même, moi, je suis pas là pour vous dire que, voilà, il faut faire du cuir naturel et que bon, tant pis pour le bien-être animal. Après, sur cette matière pétrochimique, bon, bah, elle est autant que d'autres matières, et je pense qu'on peut trouver des acteurs, qui peuvent avoir une approche, on va dire, d'éco-efficience qui peut être significative et je pense que c'est des matières aussi sur lesquelles on peut aller vers du recyclé. Autre point, pensez aussi qu'on a aujourd'hui une grande variété de faux cuirs qui se développe avec, du faux cuir qui est biosourcé. Alors, on a tout eu, hein, on a eu, le pamplemousse, l'ananas, la peau de banane, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et aujourd'hui, on va même plus loin. Il y a une entreprise qui s'appelle Modern Mido, qui recrée du cuir à la base, en laboratoire sur la base de cellules. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément assimiler le faux cuir, à quelque chose de polluant ou de plus polluant. Je pense qu'il faut raison garder et il faut se dire aussi que le fait que des marques, comme elles l'ont fait d'ailleurs sur la fourrure, hein, commencent à se diriger vers des types de matières alternatives, ça va aussi développer l'offre. Et je pense qu'aujourd'hui, où il y a quelques années, c'était très dur pour des marques de trouver, à prix égal, ça coûtait, j'allais dire, moins cher de faire de la vraie fourrure que de la fausse fourrure, ce qui peut être quand même assez choquant, sur le principe. Mais aujourd'hui, on arrive à trouver de la fausse fourrure de qualité. Je pense que sur le faux cuir, c'est la demande qui va aussi créer l'offre. Il y a beaucoup de choses qui se multiplient, donc il faut voir comment ça va évoluer. Après, si je peux rajouter, quelque chose à ce sujet-là, c'est aussi un parti pris, en fonction de l'ADN de marque, que de choisir de ne peut-être d'augmenter potentiellement son impact environnemental, mais de ne pas utiliser de matière animale et ça, c'est une question, voilà, de positionnement, de la marque, une forme d'éthique des dirigeants qui ne souhaitent pas utiliser de matière animale. Il faut savoir que pour le moment, évidemment, là, on attend que les développements des matières, synthétiques, alternatives au cuir, prennent, en ampleur et aient été testées, sous tous les formats. Pour le moment, elles ne sont pas encore, aussi performantes, qu'en termes de durabilité au sens longévité que le cuir, mais il se pourrait qu'elle puisse durer, un jour, plus long, aussi longtemps, que ce que le fait le cuir actuellement. C'est vrai que pour le moment aussi le cuir est un coproduit, de l'industrie de la viande, donc finalement ça réduit en quelque sorte, enfin ça compense son impact environnemental, étant donné que la viande est utilisée, également, bah, pour l'industrie agroalimentaire. Il est évident, si on a également une diminution, drastique de la consommation de viande, là, on pourra se reposer la question, de l'utilité, d'utiliser, du cuir à grande échelle. Question sur la viscose, je peux apprendre dessus. Oui, oui, comme tu veux. On avait une question sur la viscose. Ouais, et notamment sur, la viscose EcoVero. Bon, je pense que ça dépend qui vous êtes, enfin en tout cas, l'utilisation de cette viscose, on la connaît pas, dans les détails. Après bon, attention, aujourd'hui c'est plutôt,
de l'auto-label ou de l'auto-certif. Donc, moi aujourd'hui je peux pas juger, enfin c'est difficile de juger ce qu'il y a derrière, réellement. Donc je dirais qu'effectivement pour des marques qui veulent démarrer, qui sont pas, en termes de surface, de réputation ou de visibilité ou de risque réputation, ça peut être une alternative qui est peut-être effectivement, qui peut présenter un attribut ou des attributs supérieurs à de la viscose classique sans aucune traçabilité. Bon, après il y a peut-être aussi une part de marketing, de lensing sur ce sujet. Donc sur des grands noms, quand je parle des grands noms, des grandes marques qui pourraient être exposés, de par leur communication ou attaqués pour des raisons de greenwashing. Bon, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez garder dans les tiroirs. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut investiguer. Je pense qu'aujourd'hui Canopy, c'est une organisation qui fait référence sur ces sujets, donc il faut voir effectivement, si, ce standard, est effectivement relayé en termes de performance, sur le site de Canopy, par les usines qui fabriquent cette viscose. En tout cas, moi, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour la mettre en avant, sur les produits. Mais après, c'est votre choix et peut-être que les personnes qui l'utilisent aujourd'hui ou qui posent cette question, bon voilà, ont fait une forme d'audit ou d'évaluation, plus poussée des attributs, concrets et réels de cette matière. Aujourd'hui, voilà, on l'a pas intégré parce qu'on juge que voilà, c'est plutôt un label qui est plutôt jeune, c'est plutôt, de l'auto-labellisation, donc on l'a pas mis en avant. Alors, on a une question, lorsque nous faisons appel à un certificat type GOTS ou GRS, quels documents devons-nous garder en cas de contrôle? Ben oui, le certificat. Alors après, au bon niveau de la chaîne aussi, hein, de l'acteur qui est certifié. Je pense que c'est un minimum d'avoir une copie de ces certificats. Attention toujours, aux faux certificats, notamment sur GOTS. On a quand même, nous on a été alertés pas mal sur, des risques de faux certificats, notamment sur la région, indienne. Donc, je vous conseille, si vous avez la possibilité de le faire, de les faire vérifier, sur le site de GOTS si vous avez un numéro de certification. Voilà et de vér voilà et de vérifier aussi qu'il y a une totale cohérence entre, le certificat que vous avez et le nom de votre fournisseur. Pareil sur enfin c'est et d'ailleurs c'est pareil pour tous les labels, hein, c'est pareil pour Cotex aussi, apparemment, bon voilà, on a une multiplication des faux certificats. On avait une autre question sur le recyclage du coton ou du polyester semble être une bonne alternative. Est-ce que des recyclages chimiques et mécaniques ou mieux vaut-il en privilégier plutôt bah, alors généralement le mécanique est ce qu'on voit alors il y a 2 lieux, donc vous pouvez vous renseigner sur ces infos. Le premier c'est Textile Exchange, qui présente vraiment les différentes alternatives possibles et leur maturité avec la taille des marchés, avec les grands acteurs, donc vous pourrez même trouver des idées sourcing. Et le deuxième, c'est la Sustainable Apparel Coalition, qui a développé en fait un outil avec l'évaluation de l'impact social et environnemental de différentes matières. Et c'est des outils des fois qui sont utilisés dans une logique un peu d'éco-conception des produits. Donc je vous conseille d'aller regarder. De manière générale, moi ce que je retiens, c'est on a effectivement un impact qui est moindre quand on est sur du recyclage mécanique. Mais j'ai envie de dire, voilà. Mécanique au sens textilien du Voilà. terme, c'est-à-dire par j'ai le mot en anglais évidemment, par effilochage Mm, du coton ou mm, de la matière concernée, mais essentiellement coton et laine. Il faut savoir que le recyclage mécanique du polyester, il s'agit en fait c'est un mécanique au sens chimique du terme, donc du coup il s'agit de fusion de la matière et de réextrusion à partir de mm. matière fondue. Pour le moment, c'est les deux alternatives qui existent dans le commerce à grande échelle. Tout ce qui va être recyclage chimique et enzymatique des matières type coton, viscose et matière synthétique, elles sont à l'état de projet pilote ou de début de déploiement, on va dire pré-industriel. Elles coûtent cher, elles sont encore très impactantes au niveau environnemental, mais ça fait aussi partie du rôle des pionniers que finalement que d'encourager ces filières-là qui pour le moment ne sont pas optimisées au niveau des process de fabrication, mais qui un jour, très certainement, seront tout aussi performantes que celles qui existent actuellement et qui sont utilisées à grande échelle. Autre question sur le recyclage, c'est sur les produits, multifibres. Bon alors
Moi, je sais pas quoi vous répondre, quoi, de manière très détaillée. Ce qui est sûr, c'est que oui, effectivement, les produits, multifibres et notamment les mélanges de coton polyester, ça nuit, hautement au recyclage. C'est aussi pour ça que dans une logique d'éco-conception et peut-être de recyclabilité des produits, il faut limiter cette approche, mais honnêtement, c'est quand même assez compliqué. Après, justement, je pense qu'il faut se rapprocher du CETI parce que je pense qu'il y a d'énormes innovations en ce moment, notamment sur les machines, pour arriver à séparer, les différentes matières, quand on a effectivement des mélanges et je crois qu'il y a des progrès notables en termes d'innovation. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est complètement industrialisé et je pense que le CETI doit avoir aujourd'hui ses réponses sur l'état des lieux, du recyclage des matières, mélangées. Ensuite, on a une autre question de nouveau sur, les faux certificats GOTS. Bon, je dois vous avouer que là-dessus, enfin, comment faire? Mmh, notamment en Inde, il faut les recenser. Je pense qu'après il faut travailler sur le 2080. Il faut identifier ses fournisseurs particuliers. Il faut peut-être aussi s'asseoir et travailler avec GOTS. Il faut peut-être, rentrer dans le processus pour vos plus gros fournisseurs, de certification, pour aller vérifier qu'effectivement elle a bien eu lieu sur place et accompagner les fournisseurs pour le faire, pour être sûr qu'ils y sont arrivés. Et puis après, vous pouvez peut-être aussi travailler, si aujourd'hui vous avez recours à des auditeurs, sociaux par exemple, voir dans quelle mesure, avec vos partenaires d'ailleurs auditeurs sociaux ou auditeurs qualité, alors je parle d'externe, mais ça pourrait être aussi une compétence à développer en interne, vous pourriez à travers des visites sur site, en tout cas réduire le risque, de faux certificats, donc c'est-à-dire, valider, que vous avez, bah, tout ce qu'il faut sur la traçabilité de la matière, comment c'est travaillé, voir l'enchaînement des certificats. Bon, je pense qu'il y a plein de bonnes idées à mettre en œuvre. Donc moi, je dirais, échanger aujourd'hui avec vos principaux interlocuteurs en interne et peut-être en prestation comme vos auditeurs sociaux, vos conseils. Rapprochez-vous peut-être de GOTS, qui doit pouvoir, vous aider. Alors j'ai une dernière question. Vous êtes passé un peu vite, je m'en excuse. Sur les évaluations des différents certificats listés, slide 16, est-ce possible d'avoir une évaluation par écrit ultérieure avec leurs avantages et inconvénients SVP? Alors, alors il y a plus d'infos sur la brochure, hein. Je ne sais pas si, la personne qui a posé cette question, qui se reconnaîtra, était là en début de séance, mais on vous a donné les liens de la brochure qui a été éditée par, la fédération, du prêt-à-porter. Pour qu'on comprenne bien, je vais peut-être revenir sur la page, 16. Oui, ils sont détaillés par zone de sourcing. Nous, ce qu'on vous a présenté, c'est déjà ce qui nous semble être les plus crédibles et vous verrez qu'on a un petit paragraphe, alors somme toute assez court, mais sur l'intérêt de ces différentes certifications. Voilà et puis, des liens à chaque fois vers ces certifs. Ensuite, rapprochez-vous, de vos fédés. Je suppose que vous travaillez peut-être avec la Fédé du Pape ou la fédération, de la maille et de la lingerie sur lesquelles on a aussi des expertises là-dessus. S'il y a des manques sur le recours à ces certificats, sur, comment on peut les utiliser, bah, ça fait partie des besoins aussi que je vous propose de remonter à Marie puisque dans les prochains événements qu'on pourrait monter, on pourrait aussi accorder une part significative à ces problématiques, voire pourquoi pas, dans les événements qu'on a mentionnés, essayer de faire venir certains des acteurs, qui sont au cœur de ces certifications et labels, pour vous mettre aussi en contact avec la source. Voilà, donc je crois qu'on n'a plus de questions, qui apparaissent, donc on a tout traité. Je vois qu'il y a voilà, des personnes qui nous quittent aussi, donc je pense Merci voilà. Marie. Donc écoutez, on vous remercie. Marie, tu veux dire quelque chose pour terminer? Bah écoute, Non? non, je Bon, pense même qu'on a été quand même relativement exhaustive sur l'ensemble du sujet. Donc, bah, merci à tous et puis donc, on reviendra vers vous. Peut-être qu'on vous enverra un petit mail pour savoir ce que vous avez pensé de cette, webconf et puis des suites qu'on voudrait y donner. Donc, très bonne journée et à bientôt. merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.